Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Est-ce qu'il n'y a que les garces qui ont des mecs bien ? Pourquoi certaines femmes ont cette capacité d'être et de rester en couple et d'autres enchaînent les séparations ? Est-ce qu'on peut vraiment changer un homme ? Est-ce qu'une fois qu'il te met la bague au doigt, il passera plus de temps avec toi ? Sur qui et quoi repose la réussite du couple ? Inconsciemment, quand tu prends un chat alors que tu viens de te mettre en ménage, c'est qu'il y a anguille sous caillou. On verra quelques anguilles. Quelles anguilles et quels cailloux dans la suite du podcast, rassure-toi. Les psychologues de comptoir diront que les ronronnements du mari ne suffisent pas ou plus. On leur rétorquera que préférer changer la litière à ramasser des slips sales dénote un ressentiment bien plus profond. Bienvenue dans ce 18e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble les croyances limitantes, les erreurs et les comportements qui empêchent les femmes de s'épanouir, de profiter et de développer des relations saines dans leur couple, dans leur mariage, voire même ce qui les empêche et surtout qui les mène à la séparation et au divorce. J'en profite pour te rappeler que cette semaine, c'est la dernière fois que je prends des bootcampeuses au sein du bootcamp MaPsy Campus. Le bootcamp reste ouvert jusqu'au dimanche 20 novembre inclus. Après ça, en 2022, je ne reprendrai pas de nouvelles bootcampeuses parce que je me prépare à un gros projet pour 2023. À cette occasion, tu peux profiter de facilités de paiement si tu es sur tes fonds personnels. Et si tu veux utiliser ton crédit CPF, eh bien, je t'invite à nous contacter sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Tu trouveras tous les détails du bootcamp MaPsy Campus sur www.mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP. Alors, je vais commencer sans plus attendre par une croyance, limitante qui fait assez de dégâts et qui contribue beaucoup aux erreurs de couple qui mènent à la séparation dans ce qu'elle va avoir de conséquences. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu ces phrases-là, mais les hommes sont tous infidèles, il faut se méfier des hommes, il faut pas s'ouvrir complètement, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Plein d'a priori comme ça sur le sexe opposé en fait. Donc là, a priori, je m'adresse aux femmes, donc les a priori finalement sur les hommes qui génèrent de la jalousie, de la méfiance, de la paranoïa. Parce que évidemment, si tu considères que tous les hommes sont infidèles, si tu as une expérience de vie qui a fait que tu as intégré cette croyance limitante-là, parce que oui, il y a des hommes infidèles, mais il y a aussi des femmes infidèles en fait, et il y a aussi des hommes fidèles, et il y a aussi des femmes fidèles. Mais si tu emmènes ton cerveau, entre guillemets, dans cette direction-là exclusivement, c'est-à-dire tous les hommes sont infidèles, il faut se méfier, faut pas se laisser marcher sur le dos, donc ça laisse entendre l'idée qu'il y a un rapport de domination, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, forcément, tu vas être dans une prédisposition jalouse, méfiante, voire même avec un trait de paranoïa, si je peux dire ça comme ça, qui ne va pas profiter au couple parce que déjà, tu vas pas te sentir en sécurité.
Et tu vas pas te sentir en confiance, tu vas pas te laisser aller et c'est difficile de vivre avec une autre personne, en fait, sans même parler de couple, dans ces a priori-là. La deuxième erreur, c'est quand on a alors la première, c'était les a priori sur les hommes. Là, c'est plutôt d'avoir, en fait, et de laisser subsister, en fait, finalement, des a priori sur la vie de couple. Du genre, un couple qui tient ou un couple qui s'aime doit voyager une fois par an, je vous dis n'importe quoi, doit être super soudé, doit faire tout ensemble, doit s'être connu de telle manière ou de s'être marié de telle manière pour pouvoir durer. Et le truc, c'est que quand tu as des a priori comme ça, qui vont structurer après des idéaux qui vont être hyper persécutants, justement, si ta réalité, elle colle pas avec tes a priori sur le couple, tu vas te sentir mal, en fait. Tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas te sentir persécuté par la situation. Le mot va te sembler un petit peu fort, mais c'est un peu ça. Tu vas en vouloir, entre guillemets, à ton mari, ou tu vas pas trouver, en fait, pour toi, dans cet a priori-là, dans cette croyance limitante que tu as du couple, de quoi, entre guillemets, te sentir comme dans ta visée épanouie, tu vas être dans la frustration et forcément, ça va nourrir, en fait, du ressentiment dans le couple et ça peut mener effectivement à la séparation parce que tu es toujours, en fait, tu es dans une insatisfaction, entre guillemets, chronique parce que les idéaux, c'est une chose, la réalité, entre guillemets, c'en est une autre. Et il y a aussi une autre erreur qui est assez commune, c'est les a priori sur ce que je dirais le cycle de l'amour. C'est-à-dire, c'est de penser que quand on est en couple avec quelqu'un, alors ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais on s'aime tous les jours. Et du coup, si on s'aime pas tous les jours, ou si à un moment donné, on sent un petit peu une baisse, entre guillemets, de sentiments, etc., on va commencer à flipper, à remettre en question la valeur, la validité du couple, en fait, si ça doit toujours exister ou pas. Et du coup, ce qui se passe derrière, c'est qu'on néglige, si je peux dire ça comme ça, les cycles du couple. Parce que de l'amour, en fait, les cycles de l'amour, pardon. Parce que, l'amour, entre guillemets, il évolue quand on est marié avec un homme. D'abord, quand on s'est connu, quand on a fait connaissance avant, après on devient époux et épouse. On vit ensemble, etc. Donc il y a d'autres enjeux, entre guillemets, plus ou moins conscients, qui se mettent en place. Le fait de devenir parent, toutes les étapes, entre guillemets, de l'amour, la construction de l'amour, en fait, c'est comme si on considère qu'il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour, mais on considère pas que il puisse y avoir des hauts et des bas. Et ça, c'est une erreur qui peut forcément nuire à la pérennité du couple, parce que on va se trouver, en fait, persécuté, encore une fois, par le fait que nous, dans notre tête, on se dit par exemple, quand on s'aime tous les jours au travers de tout, etc. On est à fond dedans tout le temps. Et si on ne retrouve pas ça, on va se trouver persécuté par la situation. Et du coup, ça va commencer à créer du ressentiment, de la frustration et du conflit dans le couple. Il y a d'autres a priori également. Alors, c'est très lié tout ça, hein, vous allez me dire. Une autre erreur, du coup, c'est d'avoir des a priori sur l'épanouissement dans le mariage. Je vais développer un petit peu l'idée, mais c'est par exemple penser que quand on est marié, il faille faire tout ensemble, il faille tout partager, les belles familles doivent être hyper soudées, je vais être reçue dans ma belle famille de telle manière, etc. Et encore une fois, ce sont ces a priori-là qui vont construire encore de la frustration, de l'insatisfaction, de la persécution finalement, et qui vont venir nuire au couple et pouvoir créer de la tension de sorte à ce qu'il en arrive à une séparation ou un divorce. Et puis dans la même veine, forcément, une erreur aussi commune. Je vais vous donner un exemple dont j'ai été témoin. C'est tout le temps en fait, c'est pas que dans le passé, c'est aussi dans le présent. C'est d'avoir, si je peux dire ça comme ça, une espèce d'a priori de communication, comment je pourrais, c'est même parce qu'on s'en est même pas, mais on va l'appeler comme ça. En fait, souvent, les femmes, nous, on considère que des choses sont tellement évidentes que notre conjoint, notre mari devrait comprendre et faire les choses tout seul. Donc, c'est comme si... Alors, il n'y a pas de communication réellement, hein, parce que même des fois, avant même que nous, on le sache, on aimerait que lui le comprenne et le fasse, qu'il réponde à nos besoins, alors que nous-mêmes, on n'a pas conscience de nos besoins. Et ça, c'est un gros a priori sur... en fait, ton mari, ton copain, ton conjoint, ce n'est pas ta copine, c'est pas ta meilleure copine, c'est pas ta meilleure amie. Le fonctionnement d'un homme et le fonctionnement d'une femme est bien différent, et c'est pas parce qu'il lit pas dans tes pensées, clairement, qu'il te néglige ou qu'il ne t'aime pas. Mais le truc, c'est que quand tu as cet a priori comme ça de communication, mais même de connexion, j'ai envie de dire, ce serait le mot le plus adéquat, dès lors qu'il anticipe pas tes besoins,
et qu'il lit pas dans tes pensées, tout simplement, tu vas nourrir une rage voilà, maximum, et à minima une tristesse, une déception, etc., qui va venir nuire à ton couple, en fait, et qui va aller dans le sens plutôt de la séparation et pas dans le sens de l'épanouissement du couple. Et il y a un autre alors c'est plus une disposition qu'un a priori, mais c'est une erreur qui est assez fréquente, c'est d'être, je vais dire, de chercher la fusion, d'être fusionnel avec quelqu'un, mais derrière cette recherche inconsciemment, qu'est-ce qui subsiste souvent? C'est la dépendance affective. Penser qu'il faille tout faire ensemble et que normalement les conjoints, ils préfèrent être tous les deux plutôt qu'avec des amis ou de la famille, et du coup dès lors que ça va pas dans le sens là, pareil, ça va venir nous persécuter, ça va venir créer de la tension dans le couple, et forcément ça va aller dans le sens d'une séparation. Je vais développer les types de séparation par la suite, ou d'un divorce. Il y a une autre erreur de comportement ou une autre disposition comportementale, on va dire, de soi, qui profite aussi, en tout cas, à la séparation, si je puis dire ça comme ça. C'est quand on s'oublie complètement, c'est très lié à la dépendance affective, mais quand on s'oublie complètement quand on est en couple. Alors, c'est le genre de croyance, c'est vraiment quand on aime vraiment, quand on aime vraiment, on donne tout, on compte pas, on laisse tout passer, etc. On s'oublie complètement, on se met de côté, l'autre prend toute la place, et du coup, souvent, au bout d'un moment, on s'éteint, en fait, ou alors, comme on a envoyé le message plus ou moins subliminal, si je puis dire, que l'autre prenait toute la place, il finit vraiment par prendre toute la place, et forcément, on étouffe. Et dans la même veine, mais dans un autre extrême, si je peux dire ça comme ça, une autre erreur, en fait, c'est le fait d'être égocentrique. Alors ça, je vais vous donner un exemple, et vous savez peut-être ça va vous étonner, mais c'est le fait de considérer, par exemple, de se dire, tiens, s'il m'aimait, vraiment, souvent, il ferait ci ou il ferait ça. Il ferait tout pour moi. Il aurait soigné son addiction. Il aurait fait ci ou il aurait fait ça. On ramène tout à soi et à l'amour en fait, on fait de l'amour potentiel, si je puis dire, que notre mari ou notre conjoint nous porterait, comme la preuve, on le ramène à nous, on le ramène constamment à nous, à notre qualité en tant que personne. C'est un type d'égocentrisme, c'est-à-dire que, je donne un exemple, là je vous parlais des addictions, peut-être que ton conjoint, il n'arrive pas à soigner, il ne parvient pas, ou il n'arrive pas à se faire soigner, parce qu'il a un problème d'ego, parce que c'est trop difficile pour lui, parce qu'il n'a pas les ressources, sans que ça ait rien à voir avec l'amour qu'il te porte, ou ta qualité en tant que personne. Et en fait, quand tu fais de ça une affaire personnelle, forcément, tu vas venir alimenter des scénarios de rejet, d'abandon, où tu te sens pas comprise, prise en compte. Vous voyez, ça tourne autour de cette nébuleuse-là. Et forcément, ça amène plutôt dans la direction de la séparation et du divorce que dans l'épanouissement du couple. Et il y a un autre a priori fort je pense, qui crée beaucoup de conflits dans le couple, qui mènent à la séparation ou au divorce, c'est le fait d'avoir des a priori sur la sexualité. Que ça concerne la disposition de la femme ou que ça concerne la disposition de l'homme. Alors bien sûr, merci les séries, merci Hollywood et tutti quanti, où on a développé une certaine vision et acceptation du coup de ce qu'un homme a le droit de faire ou une femme a le droit de faire, ou ce qu'il est correct de faire ou pas correct, ou ce qu'il est normal ou acceptable, etc. Et alors là, ou alors des fois c'est, on va dire, un héritage culturel, par exemple le fait d'avoir cet a priori que si je dis ou si je fais ce dont j'ai envie dans la sphère intime, mon mari va me prendre pour une fille facile ou une fille qui a déjà connu énormément d'hommes. Du coup, on va se retenir, ça va créer de la frustration, etc. Et puis du coup, ça crée aussi un précédent, si je peux dire ça comme ça, dans la vie intime du couple, qui peut créer de la frustration ensuite. Il y a aussi cette idée, alors qui est très liée aussi aux a priori sur les hommes, que si on ne fait pas ci en termes de pratique sexuelle ou pas, ou voilà, si on ne fait pas ci ou ça, le mari va aller voir ailleurs, ou si on ne fait pas ci ou on ne fait pas ça, il y aura de l'infidélité. C'est aussi avoir des a priori sur une pratique, aussi un homme qui demande ci ou qui fait ça, il est de telle manière ou de telle manière. C'est beaucoup d'interprétation, en fait, que vraiment d'interprétation et de suspicion
suspicion, peut-être, je sais pas si on pourrait le dire, qui crée en fait beaucoup de paranoïa et beaucoup de retenue, qui va complètement freiner l'épanouissement du couple et qui peut malheureusement mener à une séparation ou à un divorce. Et alors aussi, un point que je voudrais aborder, une autre erreur, c'est de reproduire en fait des schémas toxiques. Souvent, ce sont là dans la sphère du couple, sans surprise, les schémas parentaux. Donc, c'est souvent. Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est des phrases qui commencent par exemple par oui, mais nos mères elles faisaient ci, ou nos grands-mères elles faisaient ça, ou elles acceptaient ceci, ou elles acceptaient cela. Du coup, ça crée un précédent, ça crée un référentiel. Alors qui certes, dans une époque donnée peut mener à ce que le couple dure, et encore, on va en discuter après, c'est pas parce qu'un couple dure que c'est toujours un couple et que c'est un couple épanoui, mais ça je vais développer encore par la suite. Donc ça peut être des phrases comme ça, des conceptions, du coup on s'inscrit dans la reproduction du schéma toxique, parce que tout accepter, ça fait pas avancer le schmilblick, j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment plutôt de mettre en place de la communication, etc. Et puis, il y a aussi des schémas toxiques du genre, quand on a vu, sans être dans la représentation verbale, oui, nos grands-mères, nos mères, etc., c'est inconsciemment, on a vu un de ces deux parents subir l'autre, faire des crises, etc., aimer d'une manière toxique, si tant est qu'on puisse considérer que c'est de l'amour. Et puis, on pense, en fait, c'est notre norme, ça nous est familier, et du coup, on reproduit, on se retrouve à un moment donné de se dire, mais je suis en train de faire pareil que mon père avec ma mère, parce que c'est pas forcément le positionnement de la mère qu'on reproduit, ou ma mère avec mon père, ou je me suis retrouvée avec un mari qui me fait trop penser à mon propre père. Et alors, petite parenthèse, des fois c'est intéressant parce que quand on creuse, c'est absolument pas le cas. Mais il y a tellement une peur de se retrouver avec, par exemple, un mari qui est le même mari que le père a été, que des fois il y a des projections qui se créent qui ne sont pas fondées sur des faits réels, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est aussi intéressant de le noter parce que forcément, ça va pas profiter à l'épanouissement du couple. Et souvent aussi une erreur commune qui alimente aussi malheureusement les séparations et les divorces, c'est de ne pas prendre en compte tout ce qui gravite autour du mariage, autour du couple, et qui risque fortement de mener à la séparation. C'est-à-dire que c'est très lié aussi à ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait de ne pas prendre en compte la sphère familiale en fait. Le fait que quand on se met en couple ou quand on est avec un conjoint, quand on se marie, souvent on se rapproche aussi de sa famille et vice versa. Et de pas forcément mesurer ça avant, de pas forcément s'y préparer, parce que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais de pas y être préparé, des fois on peut se prendre un peu les choses de pleine face et ça peut venir créer des problèmes dans le couple. Également, le fait de ne pas aborder la question des finances, de l'éducation des enfants, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est tout ce qui gravite autour du mariage. On pourrait faire un podcast par domaine en fait, famille, finances, l'éducation des enfants. Tout ça en fait, quand il n'y a pas une vraie communication, une vraie entente au préalable du contrat de mariage, puisque le mariage c'est un contrat, ça risque de créer en fait de la discorde, forcément. Et souvent, qu'est-ce qu'il y a comme croyance limitante derrière quand on l'a pas du tout abordé, parce qu'on pense par exemple que ça va de soi pour tout le monde, ou c'est pour tout le monde pareil, ou parce que on a la même culture, ou on vient de la même ville ou de la même région, que sais-je, on se dit on considère que on va être sur la même longueur d'onde, alors que pas forcément et pas du tout, parce que d'une famille à une autre, même si on a la même culture, les mêmes traditions, la même religion, ça peut changer. Et souvent, en fait, ce qui vient aussi nourrir ça, c'est le fait de se dire que l'amour sera toujours plus fort que tout. Ça, c'est une grosse croyance, une grosse disquette, excusez-moi du terme. L'amour est toujours plus fort que tout. Bon, alors, encore une fois, merci Hollywood, merci les séries, merci les films, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une question d'amour, c'est aussi une question de ressources personnelles, de passé, d'éducation, vous voyez, de tout ce qui vient structurer, en fait, une personne qui a finalement que peu à voir avec l'amour, en fait. Et je voulais aussi amener votre attention sur un point. Vous avez vu que souvent,
je vous ai dit qu'il peut mener à la séparation ou au divorce. Et aussi, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, quand on a une représentation des fois qui peut être persécutante dans le sens où ça va nous emmener dans des croyances limitantes et des blocages dans le fait de se lâcher, de faire confiance, de s'autoriser à être soi-même tout simplement dans le couple. Parce que en fait, des fois, le critère qu'on a évalué, c'est de se dire, tiens, un couple qui reste marié, c'est un couple qui a réussi. Alors, il y a le fait de se marier, je dis toujours, il y a le fait de trouver un mari, de se marier avec et de rester ensemble. Ça, c'est une autre paire de manches. Et en fait, comment dirais-je, il faut pouvoir en fait considérer la chose suivante. C'est qu'il y a énormément de couples qui vivent ensemble, mais qui sont séparés. D'accord ? Certes, sur le papier, ils sont toujours mariés, mais les âmes, les cœurs et ou les corps sont séparés. Alors oui, peut-être que dans le temps, les gens restaient mariés plus longtemps, divorçaient moins, etc. Mais qu'en était-il de leur connexion justement entre, voilà, je dis âme, vous avez compris, les personnalités, etc. L'amour vraiment et les corps, sachant que les corps peuvent être toujours connectés, c'est-à-dire les gens ont toujours des relations intimes, etc. Mais les âmes et les cœurs en tant que personnes, ils sont séparés depuis, j'ai envie de vous, pas toujours, mais voilà, depuis longtemps. Donc, être marié, c'est une chose, vivre ensemble, c'est une chose, connecter à la personnalité de l'autre, c'en est une autre, pouvoir être assez à l'aise, en fait, pour être dans l'amour, si je peux dire ça comme ça, c'est encore une autre chose, et l'intimité des corps, c'est encore un autre domaine, donc il faut pouvoir, en fait, distinguer tout ça. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, donc les 10 erreurs de couple qui mènent à la séparation, pourquoi j'ai écrit séparation ? Parce que ça peut être une séparation d'âme, de personnalité, etc. Une séparation du cœur où il y a plus d'amour. Ça peut être une séparation du corps parce que les gens n'arrivent plus à avoir des relations intimes. Donc vous voyez, c'est intéressant de pouvoir faire ce distinguo-là parce que vivre toujours en couple et être toujours marié, c'est pas forcément le signe que on est toujours connecté dans nos personnalités, nos âmes, nos cœurs, nos corps, etc. Nos intelligences, nos cerveaux et tutti quanti. Et je voulais aussi attirer votre attention sur un autre point, que c'est pas tant en fait une question de quantité, de savoir du coup qui arrive à être et à rester en couple longtemps ou non. Vous voyez, dans les petites questions que je vous ai posées en introduction, pour attirer votre attention, j'étais allée un peu vers là parce que souvent, en fait, on mesure la réussite d'un couple à ça. Elle arrive à se mettre en couple plusieurs fois, elle arrive à garder un homme, oui, mais sous quelles conditions en fait et dans quel état ? Ça, c'est intéressant d'interroger au-delà de la quantité, finalement, la qualité du couple en fait, de la relation, les âmes, les cœurs, etc. Est-ce que la communication est saine ? Est-ce que la relation est saine, etc. De se poser les questions suivantes, en fait, de se dire, tiens, est-ce que chacun ajoute à la vie de l'autre, si je peux dire ça comme ça ? Est-ce que, très important, la présence de l'autre ajoute aussi à la foi de l'autre ou pas ? Ou dans l'autre sens, est-ce que ça porte préjudice mentalement, physiquement, spirituellement, et surtout d'analyser pourquoi. C'est là aussi qu'on va pouvoir, vous voyez, au-delà des apparences, en fait, du superficiel, pouvoir comparer ce qui est vraiment comparable, en fait, et surtout comment dirais-je, de partir de soi pour établir une comparaison, finalement, et pas juste comparer des autres personnes, des autres filles que l'on croit être des garces ou pas, ou des hommes que l'on pense bien ou pas. Encore une fois, c'est des mécanismes, finalement, qui nous poussent à nous sentir mal et dans le malaise, dans le mal-être, dans le mal, dans la auto-persécution, et parce que ça manque complètement d'objectivité. On n'est pas sur les faits, on est sur des choses qu'on interprète, qu'on pense, mais qui n'a aucune certitude finalement. Et le dernier point, mais le point majeur en fait, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que finalement, pour pas tomber dans les erreurs, alors bien sûr, je vous en ai dénoté 10 ou 11, mais d'ailleurs, je suis tout oui sur toutes les autres erreurs que vous avez observées vous-même ou commises vous-même. Et moi-même, j'en ai commises dans tout ce que je vous ai décrit. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher de tomber dans ces erreurs, en fait ? Sans surprise, j'ai envie de vous dire, le fait de se connaître, en fait, d'avoir vraiment fait ce travail de conscientisation, d'intention autour de ce qu'on veut vraiment, alors souvent ça commence plutôt par ce qu'on veut pas, ce qu'on veut vraiment, quelles sont nos croyances, quand on pense à quelque chose, qu'est-ce que ça nous évoque, etc.
de savoir ce qu'on veut pour pouvoir l'exprimer, accepter de l'exprimer en fait, se sentir assez à l'aise d'être soi pour accepter d'être vulnérable à un moment donné, pour pouvoir justement se donner l'autorisation d'être dans une relation où en tout cas nous on est authentique et du coup si nous on est authentique, on est sincère et authentique, ça donne l'opportunité forcément à l'autre en face de l'être. C'est vraiment d'être à même d'aller, vous voyez, en faisant en fait, et c'est un des points qu'on travaille tout en filigrane du bootcamp, ma psycampus, c'est finalement de se débarrasser de ses croyances limitantes, de ses blessures, etc., pour pouvoir aller avec conscience et avec intention vers une personne avec qui on est compatible. Pas une personne vers qui on va être nos blessures, en fait, c'est pas nous, hein. Nos blessures, nos vieux bagages, entre guillemets, nos croyances limitantes, qui vont nous attirer, en fait, tel un aimant, en fait, c'est complètement inconscient. Mais plutôt, voilà, d'aller... donc, d'un côté, en fait, souvent, quand on n'a pas fait un travail sur soi, et on s'en rend compte parce qu'on tombe souvent sur le même profil, c'est qu'on est attiré vers des personnes qui nous sont familières. Alors pas qui nous sont familières à nous dans notre être en fait, mais qui sont familières à nos blessures, à nos schémas toxiques, à nos croyances limitantes, etc. Et il y a un matching qui se fait sur cette base-là en fait. Et l'idée c'est de plus être dans cette perspective-là, mais d'être en mode je vais consciemment et avec intention vers une personnalité, vers quelqu'un qui a une personnalité avec qui ça match, avec qui je suis compatible, avec qui on a les mêmes attentes et les mêmes aspirations de vie. Alors les aspirations de vie, c'est domaine religieux, spirituel, personnel, professionnel, familial, etc. Et qui du coup, forcément, en amont, tu vas être plus à même de tomber sur quelqu'un avec qui tu es compatible. Mais même quand tu rentres dans ton couple, tu vas être aussi dans ton couple avec conscience en fait. C'est-à-dire que tu auras déjà fait un taf sur toi pour travailler sur tes croyances limitantes, tes blessures, etc. pour pas que ça vienne nuire à ton jugement. Mais alors quand je dis jugement, c'est pas genre oui je le juge, etc. je le condamne. Non, à ton évaluation, à ton discernement en fait. Quand tu es face à ton mari, quand vous travaillez, quand vous passez des étapes de votre couple, de votre vie de parent, dans votre vie d'adulte, parce qu'on peut se marier jeune et on grandit ensemble, donc ça c'est encore un autre cas de figure. Mais du coup, on peut développer ce recul, ce discernement, cette analyse qui va nous permettre d'être dans l'acceptation et de pouvoir développer une relation qui est saine en fait et qui va nous éviter. Alors je vous parlais des séparations de d'âme, des personnalités, de l'amour, de la vie intime, etc. Et in fine, le divorce. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Alors, si vous l'écoutez depuis Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez m'adresser une note, une review. D'ailleurs, dans les reviews, vous pouvez me parler aussi des autres erreurs que vous avez constatées et qui nuit qui nuit en fait au couple et qui conduit aux séparations. C'est pour ça que je mets des X aux séparations et au divorce. Une review, un commentaire, voilà, depuis votre plateforme d'écoute. Ça peut être aussi sur YouTube si vous êtes depuis YouTube et vous pouvez d'ailleurs en profiter pour vous abonner et passer sur Insta. Donc mon Insta c'est @Emilie-Antoine et aussi me faire votre tour par DM ou en commentaire du post qui est consacré à ce podcast. Je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique.
te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus.